Ce fut un après-midi froid du 26 janvier 1945, vers 2h20, dans les champs gelés près de Holzwihr, en France. Entre la fumée épaisse et le chaos de la bataille, un scénario impossible s'est déroulé devant les yeux incrédules des soldats allemands. Un seul Américain, debout sur un destroyer de chars de flammes, refusait l'avance d'une compagnie entière de l'élite nazie. Les vétérans alpins de la 2e division expérimentée sont endurcis dans la neige de la Norvège, particulièrement apportés à cette offensive, paralysés par un léger garçon qui semblait à peine peser 50 livres. Derrière les lignes ennemies, 6 réservoirs Panzer IV et des destroyers d'armure, des machines qui avaient écrasé la résistance à travers l'Europe, ont été immobilisés. Ces commandants étonnés ont refusé d'avancer sans le soutien de l'infanterie, qui a été méthodiquement retenu par ce soldat. Les 250 hommes de la compagnie allemande renforcée étaient tombés sur ce que la doctrine militaire nazie considérait une impossibilité absolue, un seul combattant occupant une position contre une attaque combinée de forces blindées et d'infanterie. Les chiffres étaient brutaux, 40 Américains épuisés contre 250 élites de montagne allemandes et 6 blindés. Selon les lois sur la stratégie, cette position aurait dû être balayée de la carte en quelques minutes. Mais pendant une heure improbable, le sous-lieutenant Audie Murphy réécrivrait les règles de la guerre de ses propres mains. Le voyage vers ce destructeur de flammes a commencé dans les champs d'Urax en grave coton du comté de Hunt, au Texas, où Audie Murphy est né le 20 juin 1925, fils de misables mais héros. 6e des 12 frères, son enfance a été marquée par une pauvreté écrasante et une responsabilité précoce. Le père a abandonné sa famille alors qu'Audie n'avait que 12 ans. La mère est décédée de l'endocardite et de la pneumonie en 1941, laissant les 16 ans en tant que dos des jeunes frères. Si je manque la cible, ma famille a faim aujourd'hui, a expliqué le jeune Murphy à Monroe voisin, justifiant son objectif surnaturel. Avec un fusil de .22 qui ne atteindrait pas une grange à 10 mètres, il a abattu des lapins au milieu de 50 marches. Chaque balle a coûté de l'argent qu'il n'avait pas. Chaque erreur signifiait un ventre vide. Sous cette pression implacable, Murphy a développé un œil clinique qui gèlerait plus tard le sang des soldats allemands sur 3 batailles. Lorsque l'attaque de Pearl Harbor a secoué les États-Unis, Murphy a vu un chemin là-bas. L'armée a offert un salaire fixe, 3 repas par jour et la possibilité d'envoyer de l'argent à la maison. Mais jusqu'à entrer, c'était un défi pour l'adolescent. Avec seulement 1,65 mètres et 50 livres, il a été rejeté par la marine et les marines pour être trop petit. Même les parachutistes de l'armée l'ont distribué. Enfin, l'infanterie régulière l'a accepté le 30 juin 1942, après que sa sœur Karine a forgé un document attestant qu'il avait 18 ans. Le soldat peu profond David Mausemseklur, qui a fait la formation de base avec Murphy à Camp Walters, au Texas, s'est souvenu, au début, nous pensions qu'il était notre mascotte. Un garçon qui semblait avoir 14 ans et ne pesant rien. Les sergents l'ont maltraité sans pitié, l'appelaient bébé. Mais il y avait quelque chose dans vos yeux. Quand c'était dans le domaine du tir, ce look bleu clair était froid comme l'hiver. Il n'a jamais fait d'erreur. Pas une fois. La métamorphose du garçon texan sur une machine de guerre a commencé dans l'invasion de la Sicile en juillet 1943. Membre de Compagnie AB, 15 TH Infanterie Régiment, 3e Division, Murphy a atterri à Licata dans le cadre de la 7e armée de Patton. Dans les montagnes siciliennes, il a découvert un cadeau qui le poursuivrait pour le reste de sa vie, il était exceptionnellement mortel. Sa création rurale l'avait entraîné pour se déplacer en silence, utiliser le sol comme camouflage et tirer avec une vitesse et une précision chirurgicale. Près de Palermo, lorsque son unité a été piégée sous le feu de la mitrailleuse, le soldat mut. Murphy a contourné la position ennemie, éliminé l'équipe avec des grenades et est devenu sa propre arme contre les Allemands enlevés. Le capitaine Paul Harris l'a indiqué à l'Étoile de bronze, écrivant « Ce soldat montre une aptitude naturelle pour le combat qui est extraordinaire chez quelqu'un d'aussi jeune et inexpérimenté. » La campagne italienne a transformé Murphy d'un bon soldat en une légende vivante. À la traversée de Volturno en octobre 1943, lui seul contenait une contre-attaque allemande après que son équipe a été décimée. Avec un fusil de précision emprunté, il a abattu 5 ennemis sur 300 mètres. Pour cette action, il a reçu la croix pour différents services. Le sergent William Paulson a décrit sa méthode de combat, Murphy n'a pas combattu avec colère. C'est ce qui le rendait terrifiant. Il a agi froid, calculant, comme s'il résolvait une équation. Via un Allemand, éliminer l'Allemand, passa au voisin. Sans émotion, sans hésitation, seulement une efficacité mortelle. À Anzio, cette tête de plage Churchill a appelé au Wildcat,
Murphy a remporté sa première étoile d'argent en détruisant un réservoir allemand avec une brûlure de brazucada. Jusqu'à l'invasion du sud de la France en août 1944, il avait survécu à la Sicile, à Salerne, à Anzio et à Rome. Blessé 2 fois, décerné à plusieurs reprises, était déjà une figure redoutée par les Alliés et les ennemis. Au cours de l'avance à travers la France, lorsque son lieutenant a été tué dans une embuscade près de Montélimar, le sergent Murphy a pris le commandement du peloton. Avec seulement 18 hommes, il a organisé une défense contre une compagnie allemande de plus de 100 soldats, gardant un carrefour critique pendant 2 heures et éliminant personnellement 15 ennemis. Son leadership lui a valu la promotion du 2e champ sur le terrain le 14 octobre 1944. Jusqu'en janvier 1945, lorsque la compagnie B s'est approchée de la poche de Colmar, Murphy n'était plus ce visage des enfants qu'il avait enrôlé en 1942. Le combat l'avait vieilli au-delà de ses 19 ans. Il devient la plupart de vos compagnons d'origine à mourir ou à être paralysés. Il avait lui-même massacré plus de 100 soldats ennemis. La poche de Colmar était tout ce qui était cruel dans la guerre d'hiver, une tête de pont kilomètre à 850 carrés à l'ouest du Rhin, le dernier morceau de sol français encore entre les mains de Wehrmacht. Hitler lui avait ordonné d'être défendu à tout prix. Les Allemands l'avaient renforcé avec leurs meilleures unités restantes, dont la 2e division de montagne, formée spécialement pour le combat hivernal norvégien. Pour l'entreprise B, la situation était désespérée. Au cours des 5 jours de combat qui ont précédé le 26 janvier, ils avaient perdu 102 hommes, entre les blessés et tous des officiers tués ou évacués à l'exception de Murphy. D'une entreprise qui devrait avoir 187 soldats, il n'y avait que 40 capables de se battre. Murphy lui-même a combattu une blessure à la jambe, causée par des éclats d'obus 2 jours plus tôt, mais personne ne le savait. Le soldat Anthony Abramski a décrit leur état, « Nous avons fini. La plupart ne dormaient pas il y a 3 jours. Nous vivions dans des aliments froids, quand nous pouvions manger. La moitié des gars avaient des brûlures froides. Nos mitrailleuses figées. Nous avons passé toute la nuit à essayer de creuser des tranchées, mais le sol était dur comme pierre. Nous savions que nous étions des cibles faciles. » Le 26 janvier 1945 se retira gris et tranchant. Le terme a oscillé à 0 degré, avec un vent qui a pénétré aux os même sous les vêtements plus épais. L'air coupé comme des lames, même sous les gros manteaux militaires. La neige, dans certaines sections, a atteint presque 1 mètre de haut, mais les attentats constants avaient déjà transformé une grande partie du champ de bataille en un paysage lunaire de boue glacée et de glace cassante. La compagnie B occupait des postes à la bordure de la forêt de Badavier, avec une vue désolée de près d'1,5 mile de terrain ouvert au village de H. Holzfähr, toujours entre les mains des Allemands. Murphy avait éliminé ses hommes au mieux de ses capacités avec ce qu'il restait. 2 destroyers de chars M10 étaient leur seule défense contre les blindés. L'infanterie, déjà décimée, s'est étendue sur une ligne fragile le long des bois. Son poste de commandement de fortune était dans un fossé de drainage, qui offrait une certaine protection et une vue claire du sol à venir. Les lignes téléphoniques de la campagne l'ont connecté aux batteries d'artillerie, son seul véritable espoir de contenir une attaque déterminée. L'enfer a commencé à 13h. Vint le barrage d'artillerie pour la première fois. Les explosions dans les cimes à des cimes mortelles sur la compagnie B et 30 minutes d'incendie ininterrompu, qui pour les hommes de neige semblaient une éternité. À 14h, l'attaque allemande s'est matérialisée. C'est le soldat Donald Ekman qui les a d'abord repérés. Mon Dieu! Les drapeaux sur les mâts des antennes de chars allemands se sont déplacés en attaquant, 6 blindés dispersés comme des griffes ouvertes. Et derrière eux, Jésus-Christ. Au moins 250 soldats d'infanterie, camouflés en blanc, avançant comme spectres sur ce champ froid. Murphy n'a pas hésité. Son premier commandement a été d'appeler le feu d'artillerie. Mais il savait, seuls les canons ne suffiraient pas. Les Allemands sont venus en masse, dispersés, trop vite. À 600 mètres, le M10 a ouvert le feu. Les premiers tirs ont raté la cible. Les équipages, épuisés et avec leurs doigts engourdis par le froid, pouvaient à peine opérer les canons. La réponse allemande a été immédiate et dévastatrice. Un projectile de 88 mm a frappé l'arrière M10 Thor. Le véhicule a explosé en feu, l'équipage sautant et coulant vers les bois. Le devant M10, essayant de manœuvrer à une meilleure position, se glissa latéralement et fut coincé dans un fossé, les tapis roulants patinant sur le sol gelé. L'équipage l'a abandonné et s'est retiré. Il était 14h20 lorsque Murphy a pris la décision qui l'immortaliserait. Il a ordonné à ses hommes de se retirer dans la forêt préparer des positions. Mais il n'est pas retourné.
Au lieu de cela, il a couru sous le feu croisé jusqu'au M10 en feu. Le véhicule a brûlé dans les défauts arrière, où le projectile avait atteint le carburant et les munitions. La fumée noire jaillissait de la coque. La chaleur était si intense qu'elle pouvait se sentir à 10 mètres de distance. À tout moment, les munitions restantes pouvaient faire exploser, transformant le destroyer de char en une bombe géante. Murphy a grimpé sur les blindés et a pris le contrôle de la mitrailleuse de calibre Browning 52 lourde. De là, il avait une vue sans entrave sur les lignes allemandes avancées. Il a également été complètement exposé, une silhouette solitaire contre le ciel, sans couverture au-delà de la fumée du véhicule brûlant sous ses pieds. Le soldat Anthony Abramski, regardant depuis les bois, n'oublierait jamais cette scène. J'ai vu le lieutenant Murphy grimper le réservoir détruit en flammes, tandis que des rafales de mitrailleuses ont coupé l'air. Les Allemands ont tiré du tout, mitrailleuses, fusils, même pistolets. C'était la plus grande démonstration de courage que j'ai jamais vue de ma vie. M2 Browning était une arme mortelle entre des mains habiles. Il a tiré 550 tirs par minute, avec une portée efficace de 2000 mètres. Ces projectiles à moitié infiltrés ont déchiré le bouclier léger et détruit les corps humains. Entre les mains de Murphy, il est devenu un instrument de destruction chirurgicale. Pendant 1 heure, il a exploité la mitrailleuse avec une précision mortelle. Tout au long du combat, il a gardé le contact par téléphone avec l'artillerie, ajustant le feu dangereusement près de sa propre position. La combinaison de ces rafales et des projectiles explosants a créé un mur d'acier que l'infanterie allemande ne pouvait pas transposer. Le sergent Elma Broly, des Bois, a été témoin. Les Allemands ont atteint 10 mètres du lieutenant Murphy. Ils les secouent dans la clairière, à la campagne, dans la forêt, partout où ils sont apparus. Les conditions ont rendu leur acte encore plus surhumain. Le sol congelé a empêché les tranchées. Descend. La visibilité oscille entre la brume et le soleil faible. Le froid extrême a affecté les armes et a laissé les soldats combattants des brûlures de glace après les jours de repos. Mais sa position sur M10 lui a donné des avantages qu'il savait explorer avec un génie. Le véhicule était dans une légère altitude, dominant l'itinéraire d'approche allemande. La fourchette de 2000 mètres de 0,50 lui a permis d'engager des cibles à la distance maximale, tandis que la fumée du destroyer en flammes a rendu le feu de la réponse ennemie difficile. Les Allemands sont tombés dans un piège tactique. Leurs chars, espérant écraser la position américaine fragile, ont constaté qu'ils ne pouvaient pas avancer sans le soutien de l'infanterie. Et Murphy décimait cette infanterie. La doctrine de Wehrmacht dépendait de la coordination entre les blindés et les soldats, sans eux, les réservoirs ont été contraints de se retirer, craignant d'être isolés. Le sergent Maurice Wald, observant avec des jumelles du poste de commandement du bataillon, puis a juré. Il ne tirait pas seulement sans discrétion. Chaque rafale a été calculée. L'Allemand a renversé les Allemands comme s'il était dans un stand de tir. Je l'ai vu éliminer une équipe entière qui essayait de flanquer notre position. Vers 15 heures, après 40 minutes de feu continu, les munitions ont commencé à se terminer. La machine de la mitrailleuse scintillait en rouge. Le M10 coulait dans le sol alors que les tapis roulants et les roues fondaient sous la chaleur. L'infanterie allemande était à moins de 10 mètres. Le soldat Charles Owen se souvient. On pouvait entendre la cadence de 0,50 diminuant. Il manquait de munitions. Certains Allemands ont dû le remarquer parce qu'ils ont commencé à courir vers lui. Murphy a pris sa carabine et a continué à abattre ceux qui se sont approchés. À 15h10, avec des munitions presque vendues et les Allemands, quelques étapes, est arrivé le moment le plus désespéré de la bataille. Il a ordonné à l'artillerie de tirer directement sur sa position. L'observateur avancé, le lieutenant Walter Weissfening, a refusé à première vue que ce serait une condamnation à mort pour Murphy. Mais la voix à la radio était ferme. Je donne une commande directe. Tirez sur ma position. Maintenant. Les premiers projectiles sont tombés à 50 mètres du destructeur de chars de flammes. Les explosions ont lancé des terres congelées et des éclats d'obus dans toutes les directions. Les soldats allemands pris dans le champ ouvert ont été déchirés. Murphy, exposé au sommet du véhicule, était à l'intérieur de la zone d'impact. Un éclat a déchiré sa jambe. C'était la deuxième fois qu'il était blessé ce jour-là. C'était la deuxième blessure de la journée, mais Murphy ne s'est pas arrêté. Avec ses mains sanglantes et son visage marqué par la suie des flammes, il a continué à tirer les dernières munitions restantes. Chaque coup était une phrase. Chaque explosion d'obus américains, une confirmation, cet homme ne céderait pas. Et puis, l'impensable s'est produit.
L'attaque allemande s'est effondrée. Les soldats qui ont survécu, peut-être une centaine d'hommes des près de 300 qui avaient fait avancer la confiance des heures auparavant, se sont retirés dans un trouble, sont tombés sur les corps de leurs compagnons, abandonnant l'équipement, s'enfuyant à Holzwihr en tant que panique. Les réservoirs, sans le soutien de l'infanterie et maintenant sous un incendie d'artillerie de plus en plus précis, ont tourné leur tour et se sont retirés, laissant derrière lui un paysage de destruction. À 15h20, après 60 minutes de combat ininterrompu, Audie Murphy est descendu du M10 détruit. Son uniforme a été brûlé par la chaleur des flammes. Le sang coulait sur la jambe, se mêlant à la neige fondue. Derrière lui, le véhicule a continué à brûler, jusqu'à 10 minutes plus tard, il a explosé sur une boule de feu, comme un point final sur cette page de guerre. Ce qui restait du champ de bataille était un scénario dantesque. Les corps allemands étaient dispersés dans la neige, certains déchirés à travers l'artillerie, certains abattus par les plans précis de Murphy. Les historiens militaires estiment 50 morts et bien d'autres blessés, remontant les lignes ou laissés pour mourir sur la glace. Les survivants de retraite. Je suis dans la bousculade, leurs officiers incapables de recomposer les rangs, pour commander un nouveau vol. La morale avait été écrasée non seulement par les projectiles, mais par la seule figure de cet Américain qui avait brisé son désir de se battre seul. Murphy est retourné à la ligne des arbres, où ses hommes attendaient, étonnés. Le soldat Abranski n'oublierait jamais ce moment, il était calme. Un calme effrayant, presque surnaturel. Il a demandé si quelqu'un avait été frappé par l'artillerie. Il a vérifié chaque homme, s'est assuré que tout le monde était entier. Puis il s'est assis par terre, a allumé une cigarette et a expiré sa fumée comme si ce n'était qu'un autre jour sur le devant. Ses mains ne s'entraînaient pas. Ce qui rend cet épisode encore plus extraordinaire et dérangeant est le silence absolu des disques allemands. Malgré des décennies de recherche dans les archives militaires de Bundesarchiv, dans les organisations de vétérans, aucun reportage de soldats allemands en premier à ce sujet n'a jamais fait surface. Aucune entrée dans les journaux, aucun témoignage, aucune mention directe de l'homme qui seul les a détachés. Ce vide est révélateur. Les unités impliquées, la 2e division de montagne, soutenue par des éléments de la 708e division Volksgrenadier et le 285th bataillon des canons d'assaut, étaient des formations d'élite. Les soldats des montagnes en particulier étaient des vétérans endurcis, avec des années de combat en Norvège, en Finlande et en front oriental. Et pourtant, aucun d'entre eux n'a laissé un record de ce qui a dû être l'expérience la plus humiliante de leur carrière, être repoussé, vaincu, brisé par un seul soldat. Les dossiers de division de la 2e montagne le 26 janvier sont limités à une entrée sèche. L'attaque contre les positions américaines près de Holzwihr s'est repoussée. De fortes victimes. Résistance ennemie plus élevée que prévu. Ces mots froids cachent le chaos qui a dû s'installer entre les rangs allemands. Des hommes qui ne s'étaient jamais retirés en 4 ans de guerre, qui avaient fait face à l'hiver russe et aux forêts norvégiennes, ont rencontré quelque chose qui a remis en question toute la logique militaire, un seul homme qui semblait à l'abri de la peur, de la fatigue, de l'instinct fondamental de l'autopréservation. Même l'analyse d'après-guerre de l'armée allemande dans l'étude Verteidigung gegen Überlegenschaften, Défense contre les forces supérieures, publiée en 1965, a tenté de rejeter la catastrophe. Les stratèges germaniques ont souligné 3 échecs mortels. 1. L'arrogance de la supériorité numérique, pensait que le nombre seul garantirait la victoire. 2. Rigidité tactique, lorsque le vol initial a échoué, il n'y a pas eu d'adaptation. 3. Manque de coordination des armes, les chars ont avancé sans le soutien de l'infanterie et de l'infanterie, sans le soutien des canons. Mais entre les lignes, la vérité nue a été lue, ils avaient été vaincus par un homme. Et le pire, ils n'ont pas osé réessayer. Cette nuit-là, sous la couverture de l'obscurité, les forces allemandes ont abandonné le secteur sans ordre. Wehrmacht élite, en particulier de la Norvège à cette offensive, reculait en silence, comme si le propre terrain d'Holzwihr était maudit. L'impact psychologique était plus dévastateur que les bas physiques. La résistance de Murphy a non seulement sauvé la compagnie B, elle a changé le cours de bataille pour Alsace. En tenant la position, la 3e division d'infanterie a gardé le contrôle de la dentelle de Badaedvier, un tronçon critique de forêt qui dominait les approches de l'Holzwihr. Sans cette victoire, la poche de Colmar, où 50 000 soldats allemands étaient piégés, aurait pu subir des semaines. Au lieu de cela, le village est tombé le lendemain, le 27 janvier, entre les mains du 30e régiment d'infanterie. En quelques jours, l'ensemble de la tête allemande du pont à l'ouest du Rhin a été réglé, éliminant une force équivalente à 5 divisions de la carte de guerre. Ce fut le début de la fin.
Pour la première fois, il a été prouvé que même les troupes d'élite de Wehrmacht ne pouvaient pas plus surmonter la détermination américaine, peu importe la façon dont était son avantage numérique. Le général Jean de Lattre de Tassigny, commandant de la première armée française, n'avait aucun doute à analyser ce qui s'est passé. La défense des approches d'Holtzwia par la 3e division américaine, en particulier l'action extraordinaire du lieutenant Murphy, a brisé la colonne vertébrale de la résistance allemande en Alsace. Les leçons tactiques de cette journée ont fait écho pour les derniers mois de la guerre. La combinaison d'un feu d'artillerie précise avec des armes automatiques défensives est devenue un modèle pour les opérations américaines en Europe. En reconnaissance, la 3e division a reçu, en 2000, le droit de arborer le français fourragère, un honneur rare, accordé uniquement aux unités qui ont démontré une bravoure exceptionnelle dans la libération de la France. Sur le site de la bataille, un mémorial a été érigé afin que les générations futures n'oublient pas le jeune Texan qui, avec un fusil et un refus de céder, a aidé à libérer une nation. Mais c'était lors de la cérémonie de concession de la médaille d'honneur le 2 juin 1945, près de Salzbourg, que l'armée américaine a essayé, et a échoué, à capturer en mots ce que Murphy avait fait. La citation officielle, généralement contenue, a eu du mal à décrire l'indescriptible. Seul et exposé au feu ennemi à 3 côtés, son feu mortel a tué des dizaines d'Allemands et a fait hésiter l'infanterie ennemie. Pendant 1 heure, les Allemands ont utilisé toutes les armes disponibles pour l'éliminer. Mais il est resté ferme. Ce jour-là, devant les survivants de la 3e division, le brigadier général Ralph B. Lovett et le lieutenant-colonel Howard D. Edson, l'officier qui avait recommandé Murphy pour la décoration, il est clair, sans cette loi, la compagnie B aurait été anéantie. Sans cette position, la division aurait perdu le terrain critique. Sans cet homme, la guerre aurait pu durer plus de mois. Murphy, cependant, n'a jamais accepté le titre de héros. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait grimpé dans ce destructeur de chars fougueux, sa réponse était aussi simple que ses tirs. Il tuait mes amis. Ce n'était pas un acte héroïque. Je pensais, si un homme peut faire le travail, pourquoi risquer la vie des autres? Cette simplicité brutale, ce refus de romantiser l'horreur, accompagnerait Murphy pour le reste de sa vie. Tout comme les cicatrices que la guerre l'a laissées, visibles et invisibles. Ce qu'ils ont ensuite appelé la fatigue de combat et aujourd'hui nous reconnaissons comment le SPT l'a chassé dans les années suivantes, un rappel que même les forts paient un prix pour survivre alors que d'autres n'ont pas eu autant de chance. Leur tourment n'était pas seulement des rapports isolés d'une guerre brisée par la guerre, il était un miroir précoce de ce que la science ne confirmerait que des décennies plus tard, la guerre ne se termine pas lorsque le dernier coup de feu est tiré. Il s'installe dans les os, les nerfs, la chimie du cerveau. Murphy a couché avec un pistolet chargé sous l'oreiller, non pas pour la paranoïa, mais parce que l'obscurité était un ennemi aussi réel que les soldats de Wehrmacht qui l'ont chassé dans les rêves. Les murs de la pièce se sont transformés en forêt Holtzwir, chaque ombre, une cachette est cachée. Jusqu'à ce que, vaincu par la mémoire, il soit entré dans le garage, entouré de la lumière artificielle qui a brûlé la nuit comme du napalm, quoi que ce soit pour ne pas revivre l'enfer de combat aveugle. Je me souviens de l'expérience comme si c'était un cauchemar. La phrase, écrite dans ses souvenirs, est presque un euphémisme. Murphy a décrit quelque chose de plus profond que la peur, une possession. Un démon semblait être entré dans mon corps. Ce n'était pas une métaphore. C'était le poids de devenir, pendant 1 heure, quelque chose au-delà de l'humain, puis obligé d'être à nouveau un homme. Un homme qui, en parlant ouvertement de ses blessures invisibles, a déchiré le voile du silence qui étouffait les vétérans. Son témoignage n'était pas seulement la catharsis, c'était une guerre de guerre contre l'indifférence. En 1973, 2 ans après sa mort tragique dans un accident d'avion à l'âge de 45. Le bronze, mais dans les protocoles médicaux et les salles de thérapie, où les guerres trouveraient ce qu'ils n'avaient jamais eu, la compréhension sans jugement. Le mariage avec Wanda Hendricks n'a duré que 16 mois. Pas par manque d'amour, mais parce que la guerre avait planté une deuxième personnalité à Murphy. Le jour le héros souriant, la star hollywoodienne qui a enchanté le public avec son accent texan et sa modestie désarmant. La nuit, le Holtzwir Ghost, un homme patrouillant la maison avec un pistolet à la main, qui s'est transformé en porte fermée en tranchée, qui dormait sur le sol en béton du garage parce que l'obscurité était un champ extrait. Il était 2 personnes, avait avoué Wanda des années plus tard. Un que j'aimais. Un autre qui m'a terrifié. Mais même lorsque son propre mariage s'est coulé, Murphy ne s'est pas silencieuse. En 1966, sur les pages du Saturday Evening Post,
il a écrit avec une franchise qui fait encore mal, je ne me souviens pas d'une époque où je n'avais pas de cauchemar. Il faisait partie de moi, comment respirer? Et puis la question qui résonnera depuis des générations, je pourrais payer les médecins, les médicaments, la thérapie. Mais qu'en est-il du vétéran qui ne peut pas? Et les milliers de dollars du Vietnam avec les mêmes démons? Sa lutte n'était pas seulement contre les souvenirs. C'était contre un système qui traitait le traumatisme de la guerre comme une faiblesse, pas aussi blessé. Alors que Hollywood l'a transformé en légende, Murphy a utilisé sa renommée pour forcer la nation à faire face à la vérité, les héros saignent également à l'intérieur. Et pourtant, voici l'ironie cruelle, le même homme qui tremblait dans l'obscurité était capable d'une précision mortelle lorsque la bataille demandait. À Holtzwiller, son efficacité n'était pas le travail du hasard, mais d'une synergie mortelle entre l'instinct et l'équipement. La mitrailleuse M2 Browning, ce calibre Buzzalial .50 conçu par John Browning en 1918, était plus qu'une arme, c'était une extension de sa fureur. Chaque cartouche de 0,50 BMG transportait suffisamment d'énergie pour percer 25 mm d'acier 90 mètres ou réduire un corps humain à des fragments méconnaissables. Les 13 000 pipelines de résistance dans le baril ont non seulement tué, désintégré. Lorsque Murphy la branche sur le réservoir destructeur du M10, il ne tirait pas seulement, il récoltait des vies avec la précision d'un chirurgien et l'indifférence d'une machine. Le véhicule sous ses pieds était un piège à pied. En plus des grenades de 51,3 pouces et de 1000 cartouches de calibre .50, le M10 transportait 300 gallons d'essence, un cocktail géant Molotov. Lorsque le projectile allemand de 88 mm a frappé le moteur, l'enfer suivant a atteint des températures supérieures à 1000 degrés Fahrenheit. Que le réservoir n'a pas explosé instantanément était un miracle statistique, que Murphy lui survit, un affront aux lois de la probabilité. Il se tenait littéralement sur une bombe avec la mèche éclairée, tandis que les balles allemandes ont plu à 3 directions. Et puis il y avait l'artillerie. Les obus de 105 mm, dont les projectiles de 15 kg pourraient être libérés à 11 km, non seulement explosé, ils ont déchiré l'air avec une onde de choc qui a écrasé les poumons à 50 mètres et a répandu les éclats mortels de 200. Murphy n'a pas seulement appelé le feu de feu, il l'a chorégraphié à moins de 50 mètres de sa position, un jeu d'échecs avec la mort où toute erreur serait la dernière. Le feu dangereux était un euphémisme. C'était un acte de désespoir calculé, où la frontière entre le courage et la folie s'est éteinte. Les chiffres sont implacables. Contre 250 soldats ennemis, 6 chars et une tempête de 10 000 projectiles tirés en une heure, les probabilités ont donné à Murphy 15 à 20 impacts mortels. Qu'il soit sorti avec une seule blessure légère et moins de chance qu'une anomalie de la nature. L'opération du Browning M2 était déjà un test de force surhumain, 38 kg de métal qui se retirait violemment à chaque coup, tandis que Murphy a gardé son équilibre sur une plateforme plate, avec leurs poumons brûlants à travers la fumée et les yeux brûlants à travers la sueur mélangée à la poudre à canon. Chaque respiration était un couteau, chaque mouvement, un pari contre la gravité. Qu'est-ce qu'il a tourné ce jour-là? Poussière. Breza? Hunter Instinct? Est-ce que la chance d'être au mauvais endroit au bon moment? Le docteur Dave Grossman, auteur de On Killing et l'une des plus grandes autorités de la psychologie du combat, offre une réponse plus sombre, Murphy était la tempête parfaite. Compétences techniques de l'enfance rurale, motivation de misère forgée, un traumatisme émotionnel culturel, et, surtout, un instinct de protection qui a annulé la peur. Il ne s'agissait pas de gloire. Il s'agissait des hommes qui sont tombés autour d'eux. Il tuait mes soldats, a-t-il répété, comme si l'explication était évidente. Comme si une autre raison était impensable. Il a lui-même reconnu la métamorphose. En 1968, 3 ans avant sa mort, il a avoué une voix qui n'appartenait plus au Texas Boy, les gens parlent de ce jour comme héroïque. Ce n'était pas fier. Ce fut un avertissement. Son programme militaire est une absurdité statistique, toutes les décorations par bravoure que l'armée américaine pourrait accorder, quelques 2 fois. Médaille d'honneur, croix pour un service distinct, 2 étoiles de l'argent, la Légion du mérite, 3 cœurs de chiot, sans parler des 5 prix français et belges. Mais les trophées qui comptaient vraiment étaient ceux qui ont sauvé plus tard la vie des anciens combattants qui, grâce à leur voix, osent demander de l'aide. Aujourd'hui, l'Audie Murphy Memorial VA Hospital traite des milliers de soldats avec le SSPT, tandis que son autobiographie, En enfer et en arrière, reste un phare pour ceux qui reviennent de la guerre avec des démons dans le sentier. À l'école d'infanterie de l'armée, sa bataille à Holtzwiller n'est pas étudiée non comme légendaire, mais comme une leçon, ce qui se passe lorsque le leadership, le soutien du soutien et l'entêtement humain fusionnent en un seul moment.
Murphy prouve que vous n'avez pas besoin d'être un géant ou de venir d'une dynastie militaire pour être un guerrier, explique le sergent Ronald Johnson d'Audie Murphy Club à Fort Hood. Il suffit de se soucier de vos frères que de vous. Certains soutiennent que leur exploit serait impossible pendant la guerre moderne, que les drones, les missiles de précision et les champs de bataille transparents ont éliminé l'espace pour l'héroïsme individuel. Mais l'histoire se répète. À Fallujah, David Bellavia a combattu à la maison comme un spectre. À Bagdad, Paul Smith a suivi le script de Murphy, une mitrailleuse, une position indéfendable et un refus de se retirer. La technologie change de tactique, pas de la nature humaine, a noté le général Stanley McChrystal. Quand tout s'effondre, il reste encore deux hommes et un choix, courir ou rester. Murphy nous rappelle que rester est parfois la seule option qui compte. Le commandement des opérations spéciales ne laisse aucun doute, la technologie modifie le visage de la guerre, mais pas son essence. En arrière-plan, elle reste un duel de testament. Et c'est exactement ce que Murphy a goûté à Holtz, la capacité d'un homme célibataire à dire jusqu'à présent lorsque des probabilités ont crié de retour. Votre exemple n'est pas seulement un rapport de courage, mais un manuel vivant enseigné aujourd'hui au Centre d'excellence des manœuvres de l'armée américaine. Là, les cadets étudient comment Murphy a dominé trois principes fondamentaux, l'art de la position, transformant un réservoir détruit à Fortaleza, la symphonie du feu, coordonner chaque coup de chirurgie, et, surtout, la guerre psychologique, parce que tuer des ennemis ne suffit pas, vous devez écraser votre désir de vous battre. Les Allemands de Holtz ne se sont pas retirés en raison du manque de munitions ou d'hommes. Ils se sont retirés parce que chaque rafale avait besoin de Murphy, leur esprit a calculé une équation simple, avancement égale une mort certaine. Alors que le monde l'a acclamé comme le soldat le plus décoré d'Amérique, le jeune Texan a combattu une bataille beaucoup plus silencieuse et beaucoup plus cruelle. Les démons qui l'ont persécuté ne sont pas simplement venus des champs de bataille. Ils ont niché dans leur esprit, transformant les nuits en tranchées et rêves en grenades. Pamela Murphy, sa femme, a révélé l'homme derrière la légende, un guerrier qui tremblait dans le noir, se réveillant avec une mitrailleuse faisant écho aux cris d'il y a 20 ans. Mais voici le paradoxe qui définit les vrais héros, Murphy n'a jamais utilisé sa douleur comme excuse pour s'arrêter. Au contraire, il a transformé son enfer privé en un phare pour les autres. Alors que peu de gens parlaient de « fatigue du combat », il a rompu le silence. Ses confessions publiques sur ce que nous appelons aujourd'hui le SSPT, trouble de stress post-traumatique, n'étaient pas seulement courageuses, elles étaient révolutionnaires. Grâce à lui, des milliers d'anciens combattants ont compris que demander de l'aide n'était pas une faiblesse, mais la prochaine mission. Murphy n'a pas gagné ses batailles internes, mais il a veillé à ce que les autres n'aient pas à les combattre seuls. Le 26 janvier 1945, un lieutenant de 250 livres prouva qu'un seul homme pouvait arrêter une armée. Non pas par magie, ni par hasard, mais parce que les Allemands sont tombés sur quelque chose que leur manuel de guerre ne prévoyait pas, le refus absolu de céder. Ils espéraient affronter les « doux fils de l'Amérique » de la propagande nazie. Ils ont plutôt trouvé les héritiers d'une génération forgée pendant la Grande Dépression ou des hommes qui savaient ce qu'était la faim, qui portaient le poids de familles entières sur leurs épaules et qui, poussés à bout, ont fait preuve d'une résilience plus dure que l'acier. Le silence des archives allemandes sur cette journée n'est pas une simple omission. C'est le vide d'une défaite qui dépasse le stratégique, une humiliation morale. Ils n'ont pas seulement perdu du terrain, perdu confiance en leur propre supériorité. Parce que, pour la première fois, ils ont vu un soldat qui ne se battait pas pour la terre, mais pour quelque chose d'intouchable, la vie de ceux qui étaient à ses côtés. Aujourd'hui, les champs de Holtzwihr sont paisibles. Les cratères d'obus se sont transformés en sillons de blé et le sang a été emporté par des décennies de pluie. Mais chaque 26 janvier, un groupe se rassemble au mémorial érigé là où Murphy a tenu son dernier combat, des vétérans américains, des citoyens français et parfois des Allemands âgés ou des hommes qui, lorsqu'ils étaient jeunes, se trouvaient peut-être de l'autre côté de ces arbres. Ils ne célèbrent pas une victoire. Ils célèbrent un rappel, l'héroïsme n'est pas l'absence de peur, mais le choix d'agir malgré elle. Murphy a admis avoir tremblé. Pourtant, c'est resté. Car derrière lui se trouvaient les visages qu'il avait juré de protéger. C'est le mystère qui a étonné les Allemands, comment un seul soldat a-t-il pu, à lui seul, retenir 250 hommes pendant plus d'une heure? La réponse ne réside ni dans les calculs balistiques ni dans la tactique. C'est dans l'instinct primitif qui fait qu'un homme devient plus grand que lui-même quand tout s'effondre. Ils étaient tombés sur une force qu'aucune science militaire ne peut quantifier, l'âme d'un chasseur de lapins du Texas qui préférait mourir plutôt que de voir ses amis tomber. Sa résistance à Holtzwihr n'était pas un exploit isolé.
C'était la preuve éternelle qu'au bon moment et avec la bonne motivation, un seul individu peut modifier le cours de l'histoire. De l'enfant qui tirait sur des lièvres pour nourrir sa famille à l'homme qui tenait une division pour sauver la sienne, le voyage de Murphy résume la vérité la plus troublante et la plus belle de la guerre et de la vie, la grandeur n'est pas un cadeau, c'est un choix. Et cela commence toujours par un « ça ne passera pas » murmuré entre vos dents, alors que le monde entier vous dit de reculer.